tous, bienvenue, mesdames, messieurs. À peine 2 ans d'existence, la loi numéro 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique au Bénin est déjà, mesdames, messieurs, très populaire. Mais surtout, elle ferait partie des textes de loi les plus craints dans la République, le cauchemar des hommes de médias et autres faiseurs d'opinion. En moins de 2 ans, dit-on, au moins 17 personnes poursuivies avec le très médiatique cas du journaliste d'investigation Ignace Sossou, condamné à 18 mois de prison ferme et une amende de 200 000 francs CFA pour avoir rapporté des propos du procureur supposés sortis de leur contexte. À l'indignation, mesdames, messieurs, se mêle désormais un sentiment de peur et de résignation. Code du numérique au Bénin, simple outil de régulation aux véritables menaces à la liberté d'expression. Le débat, c'est tout de suite et maintenant. Et sur ce plateau, pour nous accompagner, un professionnel des médias, un défenseur des droits humains. À ma droite, Fidèle Kikan. Il est le directeur exécutif d'Amnesty International Bénin. Fidèle Kikan, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Et merci. Meilleurs vœux et merci pour l'invitation. Merci à vos vœux réciproques. Pleine santé à vous. Merci. En face de vous, pour nous accompagner, comme je l'annonçais, un professionnel des médias fidèle. Non, un fidèle peut en cacher un autre, c'est vrai, mais lui, c'est Félicien Fayon. Oui, F de part et d'autre. Oui, Félicien Fayon, il est journaliste, analyste. Félicien Fayon, bonjour. Bonjour Joël et bonjour à tous les téléspectateurs de SICA. Et merci d'être là. C'est un plaisir. Le plaisir est énorme. Le confrère qui a gravi en échelon. On en parlera à d'autres occasions. Merci donc d'être avec nous ce matin. Voter sous la 7e législature pour contribuer qualitativement à réguler un certain nombre de secteurs, dont celui des services GSM, l'économie, le e-commerce, la cybercriminalité et la loi portant code du numérique au Bénin, mesdames, messieurs, voit grossir chaque jour un peu plus le nombre de ces détracteurs. En pôle position, Félicien Fayon, des professionnels des médias, de plus en plus vont debout contre le code du numérique. Vous l'avez observé sans doute. Oui, je pense que les professionnels des médias ont raison de s'inquiéter de la situation qui prévaut dans leur rang depuis un moment. Il y a des interpellations qui se font et ça surprend. C'est normal parce que ce n'était pas d'habitude ce qui se faisait. Et vous savez, quand il y a une loi et que cette loi commence par être appliquée, il faut du temps pour que les gens puissent donc s'en habituer. Et donc l'inquiétude est non seulement vraie, mais c'est qu'elle a raison de surprendre les acteurs des médias. Mais pour ceux qui font une analyse profonde de la situation, ça n'inquiète pas. Je suis solidaire à toute initiative visant à revoir la loi, sinon le code du numérique. Toutefois, je suis contre le fait que les gens disent qu'il faut exempter des journalistes, d'accord, de sanctions en cas de violation des textes de la République. Oui, c'est une première prise de parole pour clarifier un peu les positions et le regard du professionnel des médias sur ce qui est qualifié de tollé autour et de lever de bouclier autour du code de numérique. Ce plateau, comme je vous le disais, Fidèle Kikan, vous l'avez observé sans doute, Amnesty International a pris vraiment position par rapport à certaines dispositions justement du code du numérique. Fidèle Kikan, une fois encore bienvenue. Vous pensez que le Bénin peut mieux faire avec ce code ? Oui, vous avez rappelé dans votre introduction tout à l'heure, vous avez paraphrasé l'article 2 du code qui a fixé les champs d'application de ce code-là. Oui. Et quand on parcourt les 6 champs d'application de ce code, il est forcément évolutif, il améliore, il permet, il donne des outils à tout le monde de pouvoir encadrer et mieux gérer à bon escient ce nouvel outil que tout le monde découvre tous les jours, que constitue l'Internet et ses applications en général. Seulement que on ne peut pas, dans un état de droit, prendre une loi qui semble se suffire qu'à elle-même et ne pas tenir compte
de l'écosystème législatif dans lequel le pays est, où la communauté internationale se trouve. Le Bénin, entre autres, est tributaire, est partie à des accords au niveau communautaire, au niveau international. Je veux, dans ce cadre, nommer le Pacte international sur les droits civils et politiques, qui consacre non seulement la liberté d'expression en général, mais qui fait une part belle à la liberté de presse en particulier. Nous avons notre constitution qui reconnaît et garantit la liberté de presse et la liberté d'expression en général. Et vous avez pu voir avec moi le candidat Patrice Talon, dans son projet de société, ce qui a été écrit dans le projet de société en ce qui concerne les médias, par rapport à la liberté d'expression et la liberté de presse qui devrait être garantie. Dans son discours inaugural, vous avez pu bien voir qu'il s'est rendu compte que la jouissance des libertés fondamentales et de la liberté de presse, en l'occurrence, n'était guère reluisant. Et qu'il fallait, et qu'il a pris l'engagement de pouvoir garantir la liberté de presse et l'accès de tous à l'information. Quand on prend ce contexte et ces promesses, on est d'accord avec le président qu'en fait, au moment où il prenait le pouvoir, la situation n'était guère reluisante. Parce que si on commence à citer des noms d'acteurs de la presse qui étaient inquiétés par la justice ou bien qui ont été inquiétés par la justice, la liste est longue. Donc, c'est vrai, le diagnostic était bon. Mais autour de ce diagnostic aussi, les 7 mesures qui ont été proposées dans le projet de société du candidat Talon étaient, pour ma foi, très bien vues. Dans le PAG, le pilier dans lequel améliorer l'état de démocratie, dans lequel la liberté de presse a été billée, c'est un classement programmatique excellent. Donc on ne peut pas avoir autant d'engagement du haut du sommet et qui marie effectivement les engagements que notre pays a pris et donc la constitution du pays, de notre pays et tous les autres outils est venu se retrouver avec un code très ambitieux, mais dont l'application et surtout certaines dispositions font problème. En fait, ce n'est pas tout le code. Je réitère, et vous avez pu voir dans notre communiqué, le code tel qu'il est améliore l'environnement, la gestion de l'environnement de l'Internet dans notre pays, et même de façon futuriste. Mais déjà sur la légistique, sur la manière dont certains articles, certaines dispositions sont libellées, cela laisse énormément d'ouverture qu'il faudra voir. Et ensuite, dans l'application, les cibles qui sont aujourd'hui les victimes de l'application de ce code posent problème. Parce qu'avant ce code, le code a expressément abrogé la loi 2009 sur la gestion des informations à caractère personnel. Mais le code du numérique n'a pas abrogé le code de l'information et de la communication. Mais dans la mise en œuvre aujourd'hui, on a l'impression qu'on a fait du recul parce que le code de l'information et de la communication a justement dépénalisé les délits de presse. Je vais m'en arrêter là. C'est là où vous êtes arrêté justement, qui intéresse aussi plusieurs professionnels des médias, ceux qui ne partagent pas forcément et qui pensent qu'il faut nuancer les choses. Est-ce que vous avez l'impression, Félicien Fagnon, qu'effectivement ce code vient abroger la loi régissant les professionnels des médias, le code de déontologie des médias? Je pense que non. Non, parce que d'abord, il faut que nous puissions rappeler aux téléspectateurs d'où est-ce que nous sommes partis pour avoir un code de l'information. Avant que le code n'entre en vigueur, je crois en 2015, on appliquait pour la presse la loi 72, qui a été complétée plus tard par une ordonnance de 69, et puis la loi 97 portant libération de l'espace audiovisuel en République du Bénin. C'est ces 3 textes de loi que l'on appliquait. Et donc, chaque fois quand vous allez au tribunal, ou bien quand vous allez devant la HAC, c'est sur ces 3 textes de loi que l'on se basait pour vous juger. Et dans la loi 72, c'est clair, il y avait la prison pour le journaliste. Lorsque vous tombez dedans, vous diffamez quelqu'un, on peut vous emprisonner sans problème. Tous les acteurs des médias ont bataillé dur pour obtenir en 2015, d'accord, grâce aux députés et au régime d'alors, le président Boni Yayi et tous ses ministres, il faut quand même le reconnaître, la dépénalisation des peines privatives de liberté des journalistes. Donc, à partir de cet instant, toutes ces lois-là ont été donc regroupées pour en faire un code. On a juste retouché à certaines dispositions
pour avoir des journalistes et assimilés, et on a fait d'autres définitions, puis on en a fait un code. Et qui annule pour les journalistes en République du Bénin la prison. Je pense que cette loi est en vigueur jusqu'à ce jour. Et pendant qu'on travaillait à avoir ce code, il y a un autre boulevard qui s'était ouvert d'un autre côté, sur l'Internet. Vous savez, vous et moi, que la presse la presse que nous animons en République du Bénin et dans le monde est organisée. Elle est encadrée par la loi. On parle de liberté parce qu'on ne veut pas qu'il y ait un boulevard qui ne soit pas encadré. On ne parlerait pas de route si tout le monde avait la possibilité de marcher dans le désert. C'est pour ça qu'on trace une route sur laquelle tout le monde doit marcher. Donc la liberté de presse est encadrée. Si elle n'est pas encadrée, moi-même journaliste, je ne pourrais même pas être à l'aise de pouvoir servir cette presse. Il faut qu'on nous dise là où nous devons marcher. Et donc, on a dit, il y a ce boulevard-là qui est ouvert. Et à l'époque, avant 2017, et si vous vous rappelez bien, entre 2009-10 jusqu'à 2016, ce que les gens faisaient de l'Internet. Les gens pouvaient même prendre votre photo, faire des montages et mettre ça sur Internet. Et vous attribuer ce dont vous n'êtes pas responsable. Il n'y avait aucune loi qui encadrait ça. La justice avait tenté en vain, mais lorsque vous avez un bon avocat, l'avocat dit, mais quel est le texte qui régit les activités sur Internet? Parce que Facebook n'est pas en République du Bénin et n'est pas régi par un texte en République du Bénin. Il en est de même pour WhatsApp. Donc il était difficile de juger les gens. Mais les gens s'en servaient pour détruire l'image de leurs frères, de leurs amis. Il fallait en quelque sorte encadrer le comportement des citoyens sur Facebook en République du Bénin. Donc c'est ainsi que la loi, sinon le code sur le numérique, a été élaboré pour mettre ensemble toutes les dispositions là et donc encadrer le comportement des gens. Ça n'a pas annulé le code de l'information. Alors, le code de l'information a bien défini ce que c'est qu'un journaliste. Le journaliste, c'est en République du Bénin là où il doit exercer son métier. Et la HAC reconnaît qui est journaliste. Maintenant, sur Internet, comment est-ce qu'on peut reconnaître un journaliste sur Internet? Et c'est difficile. C'est là où il y a un vide. Lorsque moi, Félicien Fagnon, journaliste, reconnu par la HAC m'a donné une carte. J'ai un diplôme en journalisme. Je vais sur Internet. En tant que Félicien Fagnon, j'écris, j'insulte quelqu'un. Et la personne veut s'en prendre à moi. Qu'est-ce qui prouve à cette personne-là que c'est un journaliste qui s'en prend à lui? Qu'est-ce qui prouve que c'est un journaliste qui a écrit sur lui? Il n'y a pas. Et c'est là le vide en réalité. Et ce vide est normal. C'est pour cela que le journaliste, s'il doit écrire, il faut qu'il passe sur son chemin. Il faut qu'il écrive dans son organe. Ou si son organe est reconnu par la HAC et que son organe a un site web, puisque la HAC en temps avait demandé à ceux qui ont des sites web de venir se faire connaître. Et là, si c'est en tant que journaliste qui a exercé son métier via un canal officiel reconnu, je pense que le problème ne devait pas se poser. Mais comment identifier les journalistes sur Internet si ils ne sont pas reconnus? Et c'est là donc le vide. Okay. C'est là le vide. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je suis solidaire à toute initiative. Donc visa donc à revoir un peu le code du numérique. Mais je refuse qu'on dise que le code du numérique a abrogé le code de l'information. Non. Il faut qu'on puisse faire la part des choses parce que vous savez que à l'avènement des réseaux sociaux en République du Bénin, il y a eu la naissance de ce qu'on appelle les nouveaux journalistes. Il y avait de confusion. Qui est journaliste? Qui ne l'est pas? Vous parlez des blogueurs, des activistes. Oui, voilà. Là, il faut qu'on fasse la part des choses. Les journalistes ont appris que, avant de publier une information, il y a ce que le code de l'éthique et de la déontologie nous apprend. Vérifier la démarche contradictoire, la vérification. Donc nous, on nous a appris ces techniques. Mais le blogueur, le web activiste, lui, il ne connaît pas tout ça. Il prend, il plaque. Il faut quelque chose pour mettre la différence, pour marquer la différence entre nous. Lorsqu'on a dit tout ça, un rappel qui est très important, Félicien Fagnon, est bien arrivé, a dit qu'elle est bienvenue pour donc réguler ce comportement des citoyens. Oui, il faut le souligner, mesdames, messieurs, ils sont nombreux à saluer l'avènement de ce code. D'ailleurs, les deux invités sur ce plateau, Fidel Kikan aussi l'a dit, mais beaucoup soulignent plutôt une certaine surpuissance du code, et ce qui a amené Fidel Kikan tout à l'heure à parler d'un code qui en lui vient presque abroger le code de l'information. Vous dites que ce n'est pas le cas, mais Félicien, avec un peu de recul, est-ce que vous ne pensez pas que le problème est au-delà du vide que vous évoquez? Pour prendre les cas aussi qui font encore l'actualité, le cas de deux confrères, Ignace Sossou, d'abord, on connaît
ce monsieur, c'est un journaliste avéré. Pour le dossier qui le concerne, d'ailleurs, c'est à titre de journaliste que le mis en cause a dit, mais ce journaliste a mal rapporté mes propos, bien les a sortis du contexte. Est-ce que le problème, ce n'est pas vraiment au-delà du vide que vous évoquez? Alors, vous le connaissez en tant que journaliste. Il y a des gens dans ce pays qui ne savent pas le que procureur le connaît. Non, qu'est-ce qui prouve que le procureur le connaît? Il y a des gens dans ce pays, d'accord, qui ne connaissent pas M. Ignace Sessou, le confrère Ignace Sessou, comme étant un journaliste. Et si Ignace Sessou arrivait, d'accord, à écrire quelque chose sur Facebook, d'accord, et qu'un citoyen voit, comment est-ce qu'il saura que c'est un journaliste qui a écrit? Il ne peut pas savoir. Et si le journaliste se sentait touché par ce qu'il a écrit, qu'il devait intenter contre lui un procès, doit-il utiliser le code de l'information ou bien le code du numérique? C'est bien sûr le code du numérique. C'est là-dessus. C'est pour ça que je veux croire. Toujours bon qu'il faut faire la part des choses. Et ce code est la bienvenue. Je veux croire à la bonne foi de Félicie avant de passer à quelqu'un qui me permet. Je reviens sur ces cas brûlants de l'actualité. Le cas Ignace Sessou que vous avez évoqué tout à l'heure, peut-être tout le monde ne le connaît pas en tant que journaliste, mais je rappelle que celui qui l'a trait devant la justice, pour ainsi dire, c'était dans un contexte où c'était que les journalistes qui étaient invités. Mais au-delà, le cas Rompéville du Figaro, là encore, manifestement, c'était justement, je dis, monsieur Joël, moi, Félicien. Et c'est le code qu'on lui a appliqué. Je ne peux pas. Le code de l'information ne peut jamais envoyer un journaliste en prison. C'est faux. Ça dit que si quelqu'un dit qu'il est justement, poursuivi, mais c'est le code du numérique. Ça dit que c'est le code du numérique. Le code du numérique mélange tout le monde. Il revient aux journalistes de savoir comment se comporter. Je dis, je ne peux pas aller aujourd'hui mettre quelque chose sur Facebook et demander qu'on me juge en tant que journaliste. Je refuse. Qu'est-ce qui prouve que je suis journaliste là? Il y a quelque chose. Oui. Nous sommes des journalistes. Nous sommes des journalistes professionnels. Un journaliste professionnel doit savoir faire la part des choses. Si, par exemple, dans les coulisses tout à l'heure, j'ai échangé avec M. Fidèle et que on s'est dit certaines choses, certaines vérités. Mais ça ne me donne pas le pouvoir de venir le relayer sur ce plateau. Il paraît qu'ils étaient dans un atelier. Il était invité en tant que journaliste participant à l'atelier et non journaliste pour couvrir l'atelier. Il faut faire la part des choses. Si tu es invité pour couvrir, ça veut dire que tu as eu le pouvoir, d'accord? L'autorisation donc de relayer. Mais tu es venu en tant que participant. Moi, j'ai fait une école de journalisme, d'accord? Où des professeurs, ou des magistrats venaient nous entretenir sur comment est-ce que les journalistes sont traités. Et ils venaient disséquer avec nous les textes de loi qui encadrent la profession. Et ils nous disaient même les insuffisances de ces lois-là. Et ils nous disaient même le comportement de certains pouvoirs face aux journalistes. Mais en tant qu'étudiant, vous pensez que si je sors, j'irai sur Facebook écrit pour dire, et donc, tel magistrat a dit qu'on a fait ça. Mais ce ne serait pas normal de ma part. Ils sont allés à un atelier. Et donc, dans un cadre où c'est un échange entre les deux. Ça ne suffisait pas pour relayer. Ça, je ne m'adresse pas aux populations, mais je m'adresse à nous, confrères, pour que nous puissions savoir raison garder, savoir nous comporter dans les circonstances, enfin, en chaque circonstance. Ok. Là, Fidèle Kikan, c'est le professionnel qui a parlé. Le regard est plus alors de responsabilité des professionnels eux-mêmes, au lieu d'aller chercher peut-être noise au niveau du code du numérique. Non, je pense qu'il faut mettre les choses dans leur contexte. L'information et les canaux d'information ont plus qu'évolué. Les acteurs ou les vecteurs d'information ont plus qu'évolué. Et nous ne pouvons pas nous mettre, c'est pour ça que le code du numérique du Bénin ne peut pas, en tout cas au regard de nous, acteurs défenseurs des droits de l'homme, ne peut pas se suffire à lui-même. En 2011, les Nations Unies ont défini et ont encadré la liberté d'expression sur Internet. Et dans cette définition, dans ce document, il est apparu plusieurs autres vecteurs de communication ou acteurs de communication ou fabricants de l'information, que sont les blogueurs et les web-activistes. Le journaliste, votre collègue confrère disait tout à l'heure que Monsieur Tout-le-Monde ne peut pas savoir que Monsieur X est journaliste. Il faut identifier. Il ne lui appartient pas à Monsieur Tout-le-Monde de savoir Monsieur X est journaliste. Il appartient aux professionnels de la justice qui doivent connaître de l'affaire, de savoir situer qui, dans quel contexte. Et je ne suis pas du tout d'accord qu'en tant que journaliste, on vous invite à un événement ouvert. Ce n'est pas un événement privé, c'est-à-dire que ce n'était pas dans le salon de quelqu'un que cela se disait. C'est un événement ouvert. Vous y êtes allé en tant qu'invité ou en tant que journaliste qui couvre. Non, pas qui vous couvre. Avez l'obligation, oui, en tant qu'invité simple ou en tant que journaliste qui couvre. Vous avez, il utilise les deux. Il dit, vous avez l'obligation d'informer.
Parce que C'est un apprentissage. autant que citoyen, si j'ai droit à l'information, vous avez l'obligation de m'informer. Et je viens de dire tout à l'heure, avec l'Internet, les vecteurs, les acteurs, les fabricants d'informations sont pluriels. Et donc, si le code du numérique ne peut pas faire la part des choses, il revient alors à l'acteur judiciaire qui connaît de la question quand même. Le préalable qu'on prend quand quelqu'un est devant la justice, on relève son identité. Et on prend les pièces de son identité. Il n'est pas... Tant que le code... Parce que vous semblez ne pas me comprendre tout à l'heure. Je n'ai pas dit que le code du numérique a abrogé le code de l'information et de la communication. J'ai dit justement que puisque ça n'a pas été abrogé expressément, le juge devait pouvoir soit en tenir compte, soit tout de suite surseoir à la mise en œuvre de certaines dispositions contraires ou conflictuelles du code du numérique avec le code de l'information et de la communication. Dans ce cas, justement, nous sommes dans le contexte. Si la mise en œuvre est si difficile que ça, mais appliquez ce qui est plus simple. C'est un journaliste, appliquez-lui. Est-ce que le statut de blogueur n'est pas reconnu aujourd'hui de par le monde entier? Le Bénin n'est pas isolé. Maintenant, au-delà du document des Nations Unies qui reconnaît, n'est-ce pas, la liberté d'expression, je ne parle même pas de la liberté de presse sur Internet, la liberté d'expression sur Internet, il y a aussi la déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme. Et dans la déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme des Nations Unies, auquel le Bénin, fatalement, est parti, il y a une définition de qui est défenseur des droits de l'homme et qui ne peut pas l'être, ou dans quelles circonstances la personne ne peut pas l'être. Nous ne sommes pas en train de défendre ici des personnes qui relaient, par exemple, des propos incitant à la violence et autres sur Internet. Nous ne sommes pas en train de les défendre. Mais même si c'était dans ces cas, il va falloir travailler en tenant compte de l'acteur en présence. C'est du moins ce que impose au Bénin sa propre constitution, ce que impose au Bénin les instruments internationaux, et c'est ce que impose même les vœux que le candidat Patrice Talon nous a vendus. Parce que si vous prenez encore dans son projet de société ce qui concerne les médias, vous avez évoqué la HAC tout à l'heure. Il a été clairement dit qu'il fallait amoindrir, diminuer la surpuissance de la HAC. Parce qu'à un moment donné, la HAC, qui devrait reconnaître et garantir la liberté de presse, ne se montre que comme une institution de gendarmerie et parfois même de blocage. Et cela a pu appeler, avant même le projet de société du candidat Patrice Talon, cela a pu appeler une recommandation, je pense en février 2015, des Nations Unies, demandant à ce que, 1, les pouvoirs de la HAC soient reconsidérés, et 2, que l'influence de la politique dans le choix des personnes qui doivent rester à la HAC soit reconsidérée. Donc, en général, le code, eh bien, ça évolue, ça nous fait évoluer sur le contexte, mais dans son application, il donne aussi, entre autres, trop de pouvoir aux juges. Parce que dans certaines dispositions, nous ne sommes pas ici pour analyser le code, si on rentrait dans les détails, mais soit dit en passant, je vous dis, nous on a toujours créé, depuis le projet de code, on a toujours créé, nous sommes disponibles, et nous avons donné notre disponibilité pour pouvoir faire une étude comparative et une étude qui permet d'aligner le code. Dans certaines dispositions du code, vous avez totalement des formulations trop larges et imprévisibles. Ce qui fait que même le mis en cause, juste devant le juge, ne peut pas savoir exactement quelle qualification on va faire de ce qu'il a fait. L'autre largesse qui n'est pas acceptable qu'on donne au juge, c'est de dire par exemple à un juge qu'il a une fourchette de 1 à 24 mois comme sanction à donner. Je pense que sur le plan légistique, il y a des choses à faire. C'est pour ça que dans notre communiqué, nous avons soit, dans un premier temps, dénoncé une loi qui, dès son arrivée, on a déjà au moins 17 clients. Au moins, ça c'est ceux que nous on a suivi ça. 17 clients qui sont passés par ça, parmi lesquels nous avons les journalistes, les blogueurs et les opposants. Et ça, c'est inquiétant. Parce que si nous voulons mettre en œuvre le premier fondement du PAG, c'est-à-dire mettre en place un État, consolider l'État de droit et de la démocratie, vous avez besoin des activistes politiques. Pour consolider l'État. Pour consolider cela. Et ces activistes politiques vont pouvoir s'exprimer où? C'est pour ça que lors du dialogue politique, quand il y a eu amendement de la charte des partis,
Nous, on disait, il n'y a pas que ça à faire. Parce que même si vous reconnaissez tous les droits, vous reconnaissez le statut de l'opposition et tout ça, les activistes politiques vont s'exprimer par où? Ils vont aussi créer des journaux? Non. Ils vont s'exprimer par les canaux d'aujourd'hui. Ils vont s'exprimer sur des antennes de radio ou de télévision et au risque de se faire rattraper par certaines dispositions du code pénal, ils vont s'exprimer sur les réseaux sociaux au risque de se faire rattraper par les dispositions du code numérique. Donc finalement, de quel espace public disposent les opposants, les voix dissidentes en général, les blogueurs, les éveilleurs de conscience et les journalistes pour pouvoir s'exprimer? C'est pourquoi nous proposons que certaines dispositions de ce code soient simplement revues et mises en lien avec les engagements que le pays a pris. Je suis d'accord avec vous sur ce plan. Je dis, le code n'est pas forcément parfait. Il y a des choses à revoir. Mais il n'y a rien à faire pour ne pas encadrer l'intervention de chaque acteur sur Internet. Les web activistes, les activistes, tous ceux dont vous parlez, ils n'ont pas la liberté de tout dire sur les gens. Non, je suis désolé. On ne peut pas donner la liberté à quelqu'un de tout dire sur tout le monde. Non, il y a ce qu'on appelle, même en journalisme, des informations sensibles. Il y a des informations, c'est-à-dire des informations qu'on ne sort pas. Ça, c'est clair, on est limité. Et c'est ça qu'on appelle la liberté en réalité. C'est encadré. Pourquoi il y a la prison? Dans notre constitution, on dit qu'on a tous les Béninois le droit d'aller et de venir. N'est-ce pas une liberté? Pourquoi on a construit des prisons? C'est pour que si vous enfreignez à des dispositions du pays, que vous puissiez être gardé là-bas d'abord. Et bien que la constitution ait recommandé ça, on envoie des gens en prison. Et donc, et comme on le dit souvent, votre liberté s'arrête là où celle des autres commence. Ce n'est pas parce que tu es activiste, ce n'est pas parce que tu es journaliste que tu as le droit de tout dire sur l'autre. Ça, sur ce point-là, je ne suis pas d'accord. Je suis un journaliste, mais je refuse d'avoir ce droit-là. Parce que si je me permets d'avoir ce droit, quelqu'un d'autre l'a sur moi et peut me détruire pour rien du tout, ce qui n'est pas normal. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la qualité du journaliste et du web activiste, et qu'il faut qu'on sache qui il est, qu'on lui reconnaisse ce droit-là, et que même dans les interventions qu'on puisse le... C'est pas grave. Même si c'est le journaliste qui intervient sur Internet, et qu'on sait que c'est un journaliste. Vous savez, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que les magistrats et autres, ils échangent avec nous en privé. C'est eux seuls qui peuvent nous dire les insuffisances de cette loi-là. Et nous, on va dénoncer et demander que ce soit revu. Mais si nous, on doit relayer tout ce qu'ils nous disent en privé, mais c'est qu'on aurait fait preuve de mauvaise foi. Vous savez, quand bien même cette loi est en vigueur, il y a un journaliste qui a été condamné. Son organe a été condamné, lui-même il a été condamné. Et il devait faire des publications pour démentir une information et présenter ses excuses. Il ne l'a pas fait. Parce que le procureur l'a vu, le juge l'a condamné pour dire bon, que ce qu'il a fait n'est pas bon. Mais il a refusé de faire des publications. Donc, le juge est allé sortir une autre disposition. Mais pas cette fois-ci du code de l'information. Pour dire quoi? Résistance à l'exécution d'une décision de justice. Ça, c'est pas dans le code. C'est une loi qu'on applique à tout le monde. Et là, c'est-à-dire, il a été arrêté et on voulait l'envoyer en prison. Il a fallu des interventions pour qu'il n'aille pas en prison. Donc, vous voyez comment est-ce qu'on peut sortir du code facilement pour vous appliquer un autre test de loi. Et donc, quel que soit ce qui se fera, il n'y a rien à faire. Si on ne sait pas faire, on ira toujours Mais s'il faut se réjouir, s'il faut se réjouir de cette situation. On ne va pas s'en réjouir. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que notre corporation est organisée. Notre métier est organisé. Le code du numérique ne viendra pas désorganiser, d'accord, l'exercice du métier de journalisme au Bénin. Même avant, au moment où il y avait la prison pour les journalistes, nous on sait que pour écrire là, il faut se référer à la loi 72, la loi 97. Il faut se référer à l'ordonnance de 69. Il faut se référer au code de déontologie et de l'éthique dans les médias. Nous, on sait ça. Et nous avons un tribunal des pairs, l'ODEM. Lorsque vous faites mal, c'est l'ODEM qui vous interpelle pour dire ça là que vous avez fait là, vous avez violé le code de déontologie. C'est ça en réalité. La dépénalisation, pour moi, ça n'a rien changé. Et moi, ça ne va rien changer de mon comportement. Non, moi, je me confonds toujours. Parce qu'aujourd'hui, la dépénalisation, ça punit les patrons d'entreprise. Vous, journalistes, vous n'allez pas en prison, mais l'entreprise va payer des dommages et des intérêts, va payer de l'argent, en réalité. Et donc, le journaliste doit toujours se comporter comme s'il y avait la prison pour lui. Pour moi, c'est ça qui s'agit. Le journaliste doit se présenter comme s'il y a la prison pour lui. Oui, il doit se méfier. Il y a des informations interdites qu'on ne publie pas. Les journalistes qui ont été bien formés le savent.
qu'il y a des informations interdites. Toute information, dit-on, n'est pas bonne à relayer. Mais pour rester dans le cadre des choix opérés, pour aller de l'avant en ce qui concerne la liberté dans son ensemble, la liberté d'expression, dans le cas du Bénin où des engagements fermes ont été pris hier, mais aussi aujourd'hui, pour permettre à ce que cet acteur indispensable dans l'évolution démocratique puisse jouer à fond sa partition et aider à asseoir la démocratie telle qu'on l'a choisie, et qu'on a fait tout ce chemin et qu'aujourd'hui on a l'impression qu'on recule, Félicien Fayon, la responsabilité ou l'arbitrage ne s'impose-t-il pas pour faire tout ce qu'il y a lieu de faire sans pour autant être poussé à envoyer des journalistes en prison? Vous savez, c'est ensemble que nous avons lutté pour obtenir la dépénalisation des peines privatives de liberté des journalistes. Nous avons lutté pour l'obtenir. Donc, je crois que nous avons également l'obligation de lutter pour que les dispositions contenues dans le code du numérique, d'accord, qui freinent, qui ont tendance à freiner le journal dans l'exercice de ses fonctions, puissent donc être revues. Sur ce point, il n'y a pas de problème. Pour le recul, moi je dis c'est politique, ce n'est pas technique. Pour le recul que les gens disent qu'on observe, tout ça là, je dis c'est politique, ce n'est pas technique. Et ce n'est pas technique. Et donc, le journaliste continue d'exercer son métier comme cela se doit. C'est ceux qui font les classements qui disent on a enfermé tel nombre de journalistes, ou bien on a fait ci, qu'on a reculé. Eux, ils sont dans leur classement. Dans la corporation de la presse, nous savons comment nous fonctionnons, nous savons comment nous travaillons et on se forme à l'interne. Il y a des formations que nous faisons entre nous. L'UPMB organise des formations, le CNPA le fait, la HAC le fait, et puis nous évoluons. Ceux qui sont politiciens, nos cas restés là, a fait leur classement. Vous parlez de politique et on parle de la prise de conscience. Oui, mais Félicien Fayon, c'est vrai, il y a votre vis-à-vis qui a évoqué un sujet tout à l'heure qui n'est pas anodin non plus. Alors, on se rappelle effectivement les engagements du candidat aujourd'hui président a pris par rapport à cette corporation et d'autres secteurs, mais par rapport à la liberté d'expression. Vous, quand vous observez aujourd'hui les faits du moment, de l'heure, qu'est-ce que vous vous dites? Oui, vous avez constaté que depuis le début du débat, j'ai évité d'aller sur le terrain politique. J'ai évité de faire des appréciations comparativement donc à ce que le président a dit. J'ai évité ça pour rester vraiment dans mon champ technique. Maintenant, si vous voulez que je fasse une appréciation politique des engagements du président Patrice Talon face à ce qui se passe aujourd'hui, vous vous rappelez qu'en 2017, le projet de loi qui a été introduit à l'Assemblée nationale pour demander la modification, la révision de la Constitution, que dans ça, on avait déjà maintenu le non-renouvellement des mandats des conseils de la HAC et qu'on avait demandé que certaines dispositions soient revues et que le nombre de professeurs des médias soit augmenté. Vous vous rappelez qu'il y avait tout ça. Mais que les politiciens eux-mêmes avaient rejeté. Les politiciens eux-mêmes avaient rejeté ça. Donc à partir de cet instant, puisque nous, c'est ça qui nous intéresse en réalité, à partir de cet instant, celui qui a pris un engagement est venu. Et déjà, au moment où il a voulu donc, faire réviser la Constitution, il a fait les mêmes propositions, allant donc dans le sens des engagements qu'il avait eu à prendre. Mais les politiciens ont rejeté pour dire qu'eux, ils ne veulent pas de ça. Maintenant que peut-être il a eu l'opportunité, je peux dire qu'il n'a plus peut-être la présence d'esprit, ou peut-être il a oublié d'introduire les amendements nécessaires qu'il faut. Il nous revient de continuer pas à faire le combat, mais ce combat n'est pas à nous, c'est pour les politiciens. C'est eux qui disent combien de personnes doivent composer la HAC, ce n'est pas les journalistes qui le disent. Malheureusement, puisque la HAC demeure... le combat des non, la HAC demeure une institution de la République, donc une institution politique. Le président de la HAC est nommé par le chef d'État. Qu'est-ce que vous voulez que les journalistes aillent faire là? Je disais tout à l'heure avec des confrères sur un forum qui dénonçait donc le licenciement des deux confrères de Soleil FM. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que nos trois confrères représentants de la HAC, le représentant de la presse que nous avons envoyé à la HAC là, qu'est-ce qu'ils en ont dit? Puis c'est une décision de la HAC qui a mis en difficulté Soleil FM. J'ai dit, mais les trois là on dit quoi? Et quelqu'un me dit, mais ils sont 3 sur 6 et qu'ils sont minoritaires. Il dit, bon voilà, et pourquoi ils sont allés là-bas? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qui parmi eux a dénoncé? Qui parmi eux a fait un tweet pour dire je ne suis pas d'accord avec ce que le président de la HAC a fait? Je ne suis pas d'accord avec ce que le collègue de la HAC a fait? Qui parmi eux a pu le faire? Et donc ça veut dire que si nous sommes minoritaires, c'est que notre présence est inutile là-bas. C'est pour dire que la HAC est une institution politique. Moi, je l'affirme beau et fort. La presse ne peut rien faire. En tenons-nous au respect de nos thèses et puis oublions la HAC. C'est une institution de régulation, mais malheureusement,
elle est aux mains des acteurs politiques. Là-bas, il y a les députés. J'ai bien envie des de te anciens demander, députés. de te demander s'il y a eu tous ces acquis suite à de nombreuses luttes. Est-ce que les luttes ne valent plus la peine aujourd'hui? Ce n'est pas notre faute. La Constitution de 90, qui était en vigueur jusqu'à il y a seulement et quelques mois, c'est elle qui a prévu ça. Et c'est les acteurs politiques qui ont fait cette proposition. C'est ça qui est resté en vigueur jusqu'à ce que la loi, la Constitution ne soit modifiée. Et elle a été modifiée par les politiciens eux-mêmes qui ont encore maintenu ça. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Malheureusement, et nous sommes là, nos aînés sont là dans la même presse, et n'ont rien dit. Nous-mêmes, on est là, on a crié, mais on est resté puissants. Fidèle Kikan, ouais, une situation visiblement pour votre vis-à-vis de l'impasse. C'est consommé. Au niveau du code, s'il faut faire des toilettages, il faut y aller, mais pour l'essentiel, il va falloir subir au gré des politiques. C'est dangereux de penser ça. C'est dangereux de penser ça. C'est dangereux de penser que... de dire ou de sembler dire qu'il y a une sorte de non-intégrité, de manque de cohérence ou de constance dans la vision de l'équipe dirigeante. D'accord? Parce qu'il y a le projet de société, il y a tout ce qui a été dit pendant la campagne, mais il y a aussi ce qui a été écrit dans le PAG. Et au-delà de tout ça, il y a ce qui a été écrit dans la Constitution. Est-ce que la nouvelle Constitution ne reconnaît plus et ne garantit plus la liberté de presse? Est-ce que l'État béninois ne se soumet plus dans la communauté mondiale, c'est-à-dire devant mettre en œuvre les recommandations qui lui sont faites? Est-ce que la HAC ne constituerait plus, en fait et en droit, une institution normalement de contre-pouvoir? Parce que c'est cela que nos militants, les citoyens lambda ont compris comme la rupture. Parce que si c'était fait de par le passé, c'est ça qu'on attendait justement. Si la HAC était hier politisée, c'est ça qu'on attendait maintenant qu'il soit dépolitisé. Et ça a été écrit dans un projet de société pour dire que cela sera fait. Pourquoi ce n'est pas fait? On ne peut pas dire... Justement, c'est là où moi je crains l'insincérité politique. Parce que les mêmes acteurs qui ont introduit la Constitution de mars 2017, je crois, qui ont tenté en juillet 2017 ou 2018 et qui ont intenté la troisième mouture qui est finalement... Ce n'est pas les mêmes acteurs. Comment se fait-il que, parce qu'il y a eu des obstacles de vote, que la vision est changée, que la mouture est changée d'une constitution à une autre? Vous voulez me dire alors qu'il y a de l'insincérité politique? Et non seulement de l'insincérité politique, mais ça nous pose un problème parce qu'on est devant une constitution qui va manquer de cohérence. Parce que vous allez lire le préambule, vous allez lire certains articles qui garantissent certains droits, mais qui, dans le fait de l'attelage institutionnel, ne répond pas. Alors, le chant qui est souvent chanté, c'est que le PAG est en marche. Pourquoi est-ce que ce volet du PAG ne serait pas en marche en ce qui concerne la liberté de la presse, mais en ce qui concerne aussi et surtout la mise à disposition de l'information? Parce que qu'est-ce qui pose le problème des fake news ou de l'inforce? Qu'est-ce qui les pose? Qu'est-ce qui les pose? Oui, vous avez votre petite investigation. Le problème, c'est la non-disponibilité de l'information à temps et par les personnes qu'il faut. Et si la personne qui a besoin de l'information n'a pas l'information, il commence à supputer. Il y a des informations qu'on vous refuse, dada. Vous savez, moi je suis défenseur des droits humains, je suis même activiste des droits humains. Et je ne peux pas accepter en tant que citoyen, je sors un peu de notre cadre, en tant que citoyen, que si je contribue au budget national, que celui qui se fait payer par le budget national refuse de me dire combien il prend dans l'argent que je cotise. Si par exemple, là où le chef de l'État refuse de communiquer le salaire, son salaire et celui de ses membres, un journaliste ou un web activiste commence à écrire ce que nous allons appeler par ailleurs n'importe quoi, vous allez lui opposer c'est injuste, c'est pas possible. On ne peut pas dire aujourd'hui que la mise en œuvre du code du numérique n'a pas complètement déstructuré la presse. Est-ce que c'est la presse que vous avez connue, c'est la presse béninoise, la virulence de la presse béninoise? J'aimerais voir encore en face certaines personnes qui nous ont donné, je ne vais pas citer de nom, mais j'aurais aimé les voir, vous connaissez vos doyens, qui nous ont donné
J'ai failli être journaliste moi-même. D'accord? pouvez Mais reconnaître- que ces personnes-là, Il n'y a pas d'âge cette limite. personne, Il n'y a pas d'âge Aujourd'hui, limite, cette donc envie vous vous est pouvez passée. que ces per- Non, dites, aujourd'hui, cette envie vous est passée. presque, Presque. parce que quand on voit 20 journaux Oui. qui répètent même mot pour mot, faute pour faute, virgule par virgule, les mêmes choses, C'est le choix. et que les Personne quelques ne l'a organes, imposé. que les quelques organes Ouais. qui semblent être plus ou moins dissidents ou plus ou moins dans un autre rôle, c'est-à-dire qui ne disent pas la même chose, qui semblent commencer, à nos yeux, nous en tout cas, je l'affirme, faire un peu plus d'équilibre que le chef de l'État lui-même a promis. L'équilibre au niveau de la presse, nous avons vu qu'ils sont en train de disparaître. J'ai une pensée pour tout le personnel de Soleil FM, j'ai une pensée pour le personnel de TVC, j'ai une pensée pour YZ. Est-ce que nous allons... Est-ce que nous allons... Le chef de l'État, le PAG2, a promis de renforcer l'environnement de financement des organes de presse. Est-ce que c'est vrai? Nous sommes à 4 ans presque. Est-ce que c'est fait? Si ce n'est pas fait, cela a été dans le diagnostic visé comme quelque chose qui devait fragiliser la liberté et l'indépendance du journaliste. Donc tout ce qu'on reproche après aux journalistes, c'est aussi la non-mise en œuvre des promesses qui sont faites. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que nous avons encore le même bonheur de voir les caricatures que nous voyons entre-temps des autorités publiques. Et vous savez pourquoi est-ce que cette peur s'est emparée de tous les caricaturistes? Vous savez. C'est à cause des lois comme celle-là. Alors Vous le savez- temps est presque complètement parti. Vous permettez rapidement. Oui, mais Joël- Au nombre des dispositions, Félicien, on reviendra S'il sur le vous plateau. plaît. Ne vous en faites pas. D'accord. Dites, quelles sont les dispositions à vos yeux qui, en urgence, doivent être touchées, réformées? Alors, de mémoire, je pense qu'il faut commencer par les articles 500 jusqu'aux articles 20. C'est justement là où il y a les peines, en fait. Et quand ces peines-là, le travail à faire sur ces peines vont renvoyer à d'autres articles, il faudra pouvoir les voir. Sinon, totalement d'accord avec les champs d'application du code numérique énumérés à l'article 2, les évolutions respectives qui étaient totalement d'accord avec ça. Maintenant, dans l'application et dans ces réformes, il faudra faire attention à pouvoir garantir les acquis, c'est-à-dire la dépénalisation du moins des délits qui concernent les journalistes et reconnaître le statut de défenseur des droits humains que constituent les blogueurs et les web activistes. Sans ça, on ne peut pas avoir des bases solides pour la Félicien démocratie. Fagnon, voudrais oui, réagir. le grand défi. Oui, mais Il je nous reste voudrais- qu'une minute, c'est Oui, pourquoi il dit. Je voudrais propose un autre réagir plateau. rapidement à ce qu'il a dit tout à Allez-y. l'heure parce que notre presse n'est pas en difficulté comme les gens pensent, les gens le pensent, bien les gens le font croire. Il y a encore aujourd'hui la possibilité de dénoncer la gestion d'un pouvoir, de faire des dénonciations sans difficulté, sans crainte. Mais pourquoi les gens ne le font plus? Les gens ne le font plus parce que peut-être ils ne veulent pas le faire. Pourquoi Ça, les c'est le journalistes problème. refusent d'aller à Aujourd'hui- Savès Non, pour s'il vous nous plaît. dire ce qui se passe à Des Savès? gens sont Pourquoi ils allés, refusent? des journalistes béninois sont allés. Vous avez, moi, je suis par exemple France 24 la fois dernière, et c'est un journaliste béninois qui a fait du direct depuis Savès. Non. C'est vous dire que, non, c'est vous dire que c'est aujourd'hui possible encore d'exercer ce métier-là comme cela se doit. Il est possible aujourd'hui. Vous savez, vous avez dit tout à l'heure que J'en doute les gens très ont fort. peur parce qu'il y a des lois aujourd'hui. Ils ne peuvent plus dénoncer parce qu'ils craignent. Celui qui est journaliste et qui connaît vraiment son métier, c'est aujourd'hui que s'il y a eu détournement de 6 milliards dans un ministère, il est libre pour lui, d'accord, d'écrire qu'il y a eu détournement de 6 milliards et qu'il ne court aucun risque parce qu'il sait la démarche qu'on mène. Lorsque tu as appris qu'il y a eu détournement de 6 milliards et que toi, tu l'as appris, mais va à la source demander est-ce qu'il y a eu détournement de 6 milliards. Mais on ne te Si on- donnera pas l'information. Et Justement, mais puis toi, le tu temps dis qui que nous tu as prend appris. pour dépourvu Là, tu Félicien ne cours aucun Fagnon, risque. C'est vous dire et que Fidèle il y a encore Piquant, cette le temps est possibilité. complètement parti. Les journalistes Mais ont fait très l'option. rapidement, Les journalistes ont fait dites l'option ceci. de ne peut-être Sur plus cet article ne plus être 550, et on vigilant. va conclure avec cet article 550 qui dit, je cite, « Quiconque initie une communication électronique qui contraint, intimide, harcèle ou provoque une détresse émotionnelle chez une personne en utilisant un système informatique dans le but d'encourager un comportement grave, répété et hostile est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à 2 ans et d'une amende de 600 000 francs CFA à 10 millions ou de l'une ou l'autre, sinon des deux peines. » Réaction. Oui, mais je crois que c'est une disposition du législateur. Et votre conclusion? Ce n'est pas maintenant que nous allons le modifier, nous allons la modifier sur un plateau. Donc, aurait on est pu- là pour des contributions. Oui, Donc, votre conclusion? Oui, moi, je continue de dire que je suis solidaire à toute initiative visant à modifier le code du numérique, d'accord, pour permettre aux journalistes de s'identifier sur les réseaux sociaux et de pouvoir exercer leur métier comme cela se doit. Merci à vous, Félicien Fagnon. Oui, Fidèle Quiquant, ça va La être votre liberté de conclusion. presse doit être protégée, le statut de journaliste doit être protégé
et les clauses et les dispositions telles que vous avez citées, qui relancent aussi d'autres dispositions, je pense l'article 242 du Code pénal, ces dispositions doivent pouvoir être levées, évoluer et les aligner sur les engagements si nous prétendons toujours être dans un état de droit. Et les journalistes d'investigation doivent être encouragés pour pouvoir faire leur travail et pouvoir mettre les informations à leur disposition. Merci à vous, fidèles Kikan, pour votre passage sur ce plateau. Merci également à vous. Oui, Félicien Fayon, cher réalisateur du jour, et là, non, Lionel Aclé. Merci pour la complicité chez Téléspectateurs Fausse Compagnie, voilà, sur ces citations de l'artiste et écrivain Albert Camus. La démocratie, dit-il, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. Prenez soin de vous et à très bientôt.